À l'inverse, donc de nouveau retournement de l'histoire, l'entrée de la Slovénie en 2004 et de la Croatie en 2013 dans l'Union européenne, puis l'inclusion de la région dans l'espace de Schengen en 1997 pour l'Autriche, en 2007 pour la Slovénie, et l'adhésion à Schengen est prévue en 2024 pour la Croatie. Ce mouvement inverse a effacé progressivement les effets de barrières frontalières caractéristiques de la période de construction et d'antagonisme des États-nations européens. Il faut rappeler que la limite étatique actuelle, qui est représentée ici par la ligne bleue, court au nord, au nord-est et au sud de Trieste, à 6 km seulement du centre-ville. Donc c'est une ville qui est complètement enclavée dans la frontière. Et par ailleurs, cette diminution de l'importance des frontières grâce au phénomène européen a permis la construction de liaisons autoroutières avec l'Italie du Nord, avec Salzbourg et Vienne en Autriche, avec Ljubljana en Slovénie et plus loin Budapest, et enfin Zagreb en Croatie. Et grâce à cette ouverture, Trieste est aujourd'hui et depuis 10 ans le premier port marchand de l'Italie, nettement avant Gênes. Il faut tenir compte, enfin, pour évaluer la centralité de Trieste, qui est le chef-lieu de sa province et de sa région, de la double influence du cadre géographique. La contrainte de la montagne karstique dévalant en mer, d'une part, mais après tout, cette contrainte-là, à considérer l'histoire mouvementée de la ville, demeure très secondaire, à l'inverse d'une intuition fausse. Et d'autre part, et surtout, la vocation portuaire, bien plus décisive, qui oblige à mixer l'observation d'une centralité décalée et contrariée avec la prise en compte d'un ancien et vaste hinterland maritime. Cette mise en bouche contemporaine, mais aux racines anciennes et en partie médiévales, et ô combien complexe au regard de l'histoire de cette ville singulière, a permis de poser les concepts de centralité, umland et hinterland, et d'évoquer les fluctuations des tracés frontaliers et leurs retombées. Je reviens désormais à l'examen de certains de ces concepts pour quelques réflexions de fond, quelques réflexions de médiévistes cette fois-ci, avant de m'attarder sur un autre cas d'étude, médiéval et ressortissant à la catégorie des petites villes. Je reviens donc sur la notion de centralité. La méthode de la centralité est un mode de réflexion portant sur les évolutions historiques des agglomérations humaines, quelle que soit leur taille, qui met l'accent sur l'utilisation par l'historien, plus que des critères institutionnels ou d'évolution démographique ou topographique, qui ne sont pas pour autant oubliés, qui met l'accent donc sur les critères fonctionnels. Et parmi ces critères fonctionnels, au premier chef, ceux de ces critères qui sont dédiés au service des populations et localités du pays d'alentour, l'Umland, et qui expriment de ce fait la capacité de la localité ou place centrale à attirer les populations, tant dans des démarches d'immigration que, plus fréquemment encore, par des relations de fréquentation réitérée et de chalandise commerciale, à devenir ainsi un point de passage obligé et à polariser sur la dite localité centrale l'attention. Par ailleurs, la méthode de la centralité introduit un continuum depuis un degré premier de centralité qui serait représenté le plus souvent par le rassemblement de la communauté des croyants au sein de l'Église pour les vivants et autour de l'Église pour les morts, de l'Église paroissiale. Ce continuum et cette hiérarchisation des forces sociales permet de dépasser la lancinante double question de la distinction entre ce qui est ville et ce qui n'est pas ville, et de dépasser également la question de la définition et des délimitations de la catégorie des petites villes qui nous occupe. Dans ce cadre, une bonne cinquantaine de critères peuvent être retenus que l'on pourra regrouper en 4 grandes familles. Les critères du domaine administratif, politique et militaire, premier groupe, les critères relevant de la sphère culturelle, les critères économiques, et enfin ce que j'appelle les critères mentaux
c'est-à-dire qui exprime la perception par les populations de l'époque considérée de l'espace qui les entoure et de sa polarisation. Cette façon de considérer les agglomérations en accumulant et en croisant les critères de centralité, non pour eux-mêmes, mais dans leur capacité relationnelle, cette façon de considérer les agglomérations permet de dégager des hiérarchies selon un autre angle de vue que celui relevant de la seule hiérarchie démographique ou de la hiérarchie de surface bâtie, quand il est possible de les établir, ce qui, nous le savons, est fort délicat pour les périodes antémodernes. Cela permet aussi de dépasser l'emploi isolé de critères au demeurant signifiants et qui sont acceptables. Par exemple, je pense aux critères du nombre des couvents masculins de l'ordre des mendiants dans l'étude de Jacques Le Goff, de la hiérarchie urbaine chez Jacques Le Goff. Mais la mise en pratique de cette méthode, d'abord dans l'espace de la Lorraine médiévale, puis du Massif central français à la même époque, m'a conduit à mettre en valeur, à bien des reprises, une relation d'inadéquation, ou plutôt de non-proportionnalité, entre le degré de centralité d'un certain nombre des localités centrales étudiées, d'une part, et leur capacité à projeter des relations lointaines, bien au-delà de leur umland, soit comme relais ou étapes sur des itinéraires au long cours, ce qui est déjà l'occasion d'échanges d'informations, soit comme centre actif de flux, et là j'introduis donc ce nouveau concept des flux, des flux suprarégionaux. Ainsi en va-t-il, par exemple, du cas des vins de Cahors, en plein centre du Massif central français, appréciés au Moyen-Âge jusqu'en Angleterre et exportés par Bordeaux, et donc, si j'ose dire, par-dessus la tête du vignoble bordelais, pourtant plus important. Second exemple, la participation des éleveurs bouchers des petites localités centrales de l'Auvergne et du Gévaudan à l'alimentation en viande de grandes métropoles méditerranéennes situées à plus de 100 km et situées au-delà de la frontière du Royaume de France, en Avignon, en Arles, en Aix ou à Marseille. On pourrait citer aussi l'extension européenne des relations religieuses d'une très petite ville de pèlerinage du cœur du Quercy, dans l'ouest du Massif central, Rocamadour, capable d'attirer à elle des rois de France, d'Angleterre et de Castille, voire le pèlerinage d'un empereur, tandis que les sportels, les insignes de pèlerinage, frappés à l'effigie de la Vierge et de Saint Amadour, datés des XIIe au XIVe siècle, ont été retrouvés en Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Norvège, Suède, Estonie, etc. Aussi, convient-il de compléter l'utilisation de la méthode de la centralité par celle de l'observation des flux et de l'estimation des capacités relationnelles, parfois inattendues, de certaines petites villes ou villes moyennes. J'en viens donc au troisième concept, groupe de concepts, celui de la frontière, de la problématique de la frontière au Moyen-Âge. Pour nous, la frontière est d'abord une limite d'État, portée sur les cartes et encore visible sur la route, avec le folklore de la guérite et de la barrière, même quand ces points fixes de contrôle ont été démantelés, comme c'est le cas dans le cadre de l'espace de Schengen. Dans l'inconscient collectif français, la frontière est aussi, depuis la récupération de l'Alsace-Lorraine en 1919 et les dernières rectifications de 1947 avec l'Italie, considérée comme immuable, désormais immuable. Ce qui n'est pas la conception, par exemple, de la frontière américaine, mobile au XIXe siècle, puis devenue une frontière métaphorique. Je pense au discours de John Fitzgerald Kennedy. Politique, longtemps douanière, la frontière était aussi militaire. Cet aspect militarisé de la frontière, définition du phénomène jusqu'à une histoire récente, nous renvoie aux origines du mot. En ce qui regarde les sources de langue française, et je m'en tiendrai là,
En ce qui regarde les sources de langue française, Lucien Febvre avait déjà noté l'apparition du terme au cours du XIIIe siècle. Frontière résulte de la substantivation au féminin d'un adjectif, l'adjectif frontier, frontier, frontière, mais comme adjectif, lui-même dérivé du substantif masculin front. La frontière a d'emblée une signification de confrontation. De fait, la première occurrence connue de ce terme en langue française se trouve dans le roman médiéval « Les Faits des Romains », un ouvrage en prose racontant la vie de César, rédigé en ancien français vers 1213-1214, avec le sens de front d'une armée, face à l'ennemi. Et ce mot de frontière est ensuite attesté dans le sens de place fortifiée faisant face à l'ennemi, dans un acte daté d'octobre 1292. Mais l'utilisation du sens actuel de limite de souveraineté étatique commence à apparaître seulement au XVIe siècle, et encore est-il en concurrence avec d'autres mots plus anciens comme limite, confin, confront, fin, mète, borne, lisière, etc. La définition de frontière comme ligne conventionnelle marquant la limite d'un État et séparant les territoires de deux États limitrophes ne finit par s'imposer de manière quasi exclusive qu'au XIXe siècle. Lucien Febvre attribuait cette fusion sémantique entre limite et frontière à la militarisation de la nation à partir de la Révolution française. On touche là à la contradiction de la notion de frontière. S'il est indéniable qu'elle limite et délimite, ce qui est une réalité topographique, elle-même reflet sur le terrain d'une conception juridique, doit-on conclure d'une manière définitive et automatique que la frontière sépare, ce qui relève cette fois-ci de la sociologie. Quant à cet effet volontaire de séparation, il faut pouvoir estimer à quel degré de finesse du tamis il s'exerce. Le mur de Berlin, tombé en 1989, représenterait un des exemples de plus haute intensité de cet effet volontaire de séparation. Mais à l'inverse, ne peut-on considérer que la frontière, mettant en valeur le voisinage, la contiguïté, incite à son dépassement? La langue allemande emploie le terme Überschreitens, une expression qui fait presque entendre dans l'oreille le bruit des pas. Et cela invite à l'établissement de relations politiques, économiques, sociales et culturelles. Par ailleurs, les frontières sont comme les identités, multiples, affichant plusieurs déclinaisons qui ne se recouvrent pas forcément. Ainsi, pour la période médiévale, pourrait-on mettre en valeur, en scène, les limites diocésaines, les limites de royaume, des limites linguistiques, des limites féodales et seigneuriales, des zones de chalandise, des marchés, etc., etc. Or, elles sont loin de correspondre entre elles, tant en ce qui regarde leur tracé qu'au vu du degré d'intensité de leur effet séparateur. Par ailleurs, considérer la frontière uniquement selon son axe longitudinal, ce qui est notre réflexe lorsque cette notion se présente à nos esprits contemporains, c'est tendre à favoriser l'aspect de séparation. Mais la frontière ne se manifeste-t-elle pas avec le plus d'intensité sur une échelle qui décline la qualité des relations humaines depuis la convivialité et la coopération jusqu'à la méfiance, voire jusqu'à la confrontation brutale? Nous en savons quelque chose de nos jours, hélas. Donc, est-ce que la frontière ne se manifeste pas avec le plus d'intensité qu'aux endroits où elle est traversée, transpercée, notamment par des routes? C'est alors l'aspect relationnel, et non plus l'aspect de séparation, qui est mis en avant, l'épaisseur de la frontière, qui devient alors une zone allongée transversalement
par rapport à la ligne longitudinale évoquée il y a un instant. Pour mon collègue allemand Jens Schneider, que je suis ici volontiers, c'est au cours du XIIIe siècle que change la pratique de la frontière entre le Royaume de France et les États voisins. Les enquêtes engagées pour déterminer le tracé d'une frontière constituent alors un instrument novateur qui a peut-être profité auprès de la population du crédit des enquêtes de Saint-Louis ou de celles de son frère Alphonse de Poitiers. Ces commissions d'enquête se multiplient en Occident vers la fin du XIIIe siècle et au long du XIVe, ainsi celles menées sous l'autorité des comtes de Provence de la dynastie angevine, donc hors du royaume. Ces enquêtes de réformation, sans avoir pour but une délimitation des territoires respectés, aboutissent cependant à une meilleure connaissance géographique de détail des espaces parcourus par les officiers et préparent ainsi les campagnes de délimitation ultérieures et plus tard encore la représentation cartographique des limites de ces souverainetés royales ou princières. Dans le même temps, et avec les mêmes conséquences, la multiplication des pouillés diocésains, des relevés de tous les biens, bénéfices et revenus d'une abbaye, d'une église, d'un diocèse, d'une province ecclésiastique, sous forme de registres ou de listes, la multiplication de ces pouillés préparait à une meilleure connaissance de l'étendue des diocèses. Or, rares sont les documents de ce type antérieurs à la fin du XIIe siècle, et l'usage ne s'en généralise lentement qu'à partir du dernier quart du XIIIe et surtout au siècle suivant. Là aussi, la cartographie des limites diocésaines est encore plus tardive. Après l'enquête, le phénomène des bornes et du bornage. Les textes du Haut Moyen Âge évoquent plutôt des termini, tandis qu'au XIIIe siècle, il est tout à coup question de bornes, de poteaux en bois ou de bornes en cuivre. Au sein du royaume capétien, les dates d'apparition dans les textes des termes de la famille de Borne se répartissent entre 1160 et le XIVe siècle. De façon plus précise, vers 1280-84, dans sa description de la frontière du royaume de France et du Saint-Empire romain, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, l'érudit cambrésien Jean du Castiel, qui est donc un homme de l'Empire, Cambrai est dans l'Empire, aujourd'hui c'est en France, mais à l'époque c'est dans l'Empire. Le cambrésien Jean du Castiel invite le roi des Romains à faire borner cette frontière. Mais ce n'est là qu'une proposition d'intellectuel, rien ne prouve qu'elle ait été suivie des faits. Il semble également désormais communément admis que les bornes qui auraient été placées dans la Meuse, dans le lit de la Meuse, de la rivière de Meuse, à la suite de l'entrevue de 1299 entre le roi capétien Philippe le Bel et le roi des Romains Albert de Habsbourg, pour indiquer la frontière de leur souveraineté respective, que ce dépôt de bornes donc soit un mythe. Mon collègue Léonard Dauphin rappelle que d'autres récits de ce type concernent la région verdunoise et l'Argonne, aux limites de la Lorraine et de la Champagne, à la fin du XIVe siècle, la Scarpe, dans le nord de la France actuelle, et la Saône, entre Bourgogne et Franche-Comté, au milieu du siècle suivant, l'Argonne encore, entre Lorraine et Champagne, en 1535. Mais il remarque que dans la plupart des cas, les témoins affirment l'existence ancienne de ces bornes, tout en reconnaissant ne les avoir personnellement jamais vues. De plus, il fait remarquer que ces témoignages sont toujours locaux, tandis que les sources royales, comme les sources impériales, ne laissent rien paraître d'un phénomène qui pourtant est censé avoir été solennel. Les récits de bornage des limites du royaume de France et du Saint-Empire relèvent donc d'un mythe, probablement un mythe entretenu par les officiers royaux français. Ce mythe avait une indéniable portée politique pour la royauté française, puisqu'il établissait l'égalité entre le royaume et l'empire, par l'affirmation que les deux entités voisines étaient nettement démarquées, contredisant ainsi la prétention du pouvoir impérial à l'universalité. On comprend donc que la période médiévale connaît tardivement le terme frontière, mais avec une définition qui n'est pas celle exclusivement politique,
que nous lui attribuons de nos jours, au point que tout autre usage est qualifié par nos dictionnaires de sens figuré ou de sens métaphorique. De plus, le terme demeure en concurrence avec plusieurs autres, longtemps après la fin de la période médiévale, dans sa définition chronologique académique, et il apparaît qu'il est loin d'être le plus couramment utilisé. Enfin, sa date d'apparition, même avec un sens différent, ne semble pas pouvoir être reculée loin avant le début du XIIIe siècle, ce qui ampute la période médiévale des 2/3 de sa durée traditionnelle. Multiplication des enquêtes sur le terrain, systématisation de la pratique des dépouillés diocésains, apparition d'une mythologie du bornage frontalier, les signes sont congruents pour faire apparaître une première évolution au tournant des XIIIe et XIVe siècles. L'État, qui tente à s'affirmer à la même époque, devient territorial. Dans cet état d'esprit, on peut conclure que l'application du terme anachronique de frontière à la période médiévale ne devient pertinente qu'à partir des derniers siècles du Moyen Âge, qui, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, ayant trait à la grande thématique de la genèse médiévale de l'État moderne, sont en continuité, plus qu'en rupture, avec les siècles suivants, c'est-à-dire la période de l'affirmation des États monarchiques et princiers, celle aussi du formidable développement soutenu par l'outil de l'imprimerie, de la cartographie à toutes échelles. Ces considérations étant posées, cela me permet de revenir désormais à un cas d'étude particulier et j'ai choisi, aux limites de la Lorraine et de la Champagne, aux limites du royaume capétien et du Saint-Empire, l'exemple de la petite ville de Neufchâteau, une localité qui est aujourd'hui un simple chef-lieu d'arrondissement au sein du département des Vosges, dans le nord-est de la France actuelle. Alors, je vais essayer de repartir là-dessus. Oui. Là. Alors. Ça se voit. Est-ce qu'on voit ça? Bof. Ah. Bon, alors, là. Voilà. Bon, alors, je reviens. Bizarre. Si, ça y est. Là et là. Bon, la photo n'est pas terrible, mais elle permet quand même de voir à peu près. Alors, Paris est ici. Est-ce qu'on voit bien la photo, la carte? Oui, oui. Bon, alors, donc Paris est ici. Vous avez la frontière belge ici, le Luxembourg, la frontière allemande qui revient jusqu'ici avec Strasbourg et un petit bout de la Suisse. Hein. Voici ici donc l'ancienne région Lorraine, la région Champagne, ici. Quelques points de repère, donc en Lorraine, Nancy et Metz, et puis la ville de Toul. J'aurai l'occasion d'évoquer ces villes. Pour la Champagne, donc la ville importante de Reims et Châlons, mais aussi par exemple Chaumont et Langres. Et puis, je vais donc parler ici de Neufchâteau. Neufchâteau se trouve à cet endroit. Voilà. Donc, en gros, entre Nancy, Chaumont et Langres, hein, juste à la limite de la Lorraine et de la Champagne, dans les limites administratives actuelles. Donc, cette localité de Neufchâteau, elle est mentionnée pour la première fois dans la période 1019-1026, donc au début du XIe siècle, grâce à une donnée anthroponymique, une charte qui fait allusion à Stéphanus de Novo Castro. Il s'agit donc à l'origine, assez classiquement pour le XIe siècle,
d'une forteresse, un castrum, dominant de 25 mètres la vallée du Mouzon, à 1 kilomètre en amont de son confluent avec la Meuse naissante, et du bourg développé à ses pieds, ce que les textes appellent le Novus Vicus, mentionné vers 1100. La longueur de la muraille urbaine du XIIIe siècle, 1300 mètres, avec 3 portes principales et plusieurs poternes. La surface intramuros, à peu près 13 hectares, auxquels s'ajoutent au moins 3 faubourgs. La modestie du finage communal initial, seulement 258 hectares. La taille démographique estimée, 399 feux fiscaux en 1432, auxquels il faut ajouter 100 à 150 membres du clergé, car la ville compte 2 églises paroissiales, un prieuré bénédictin, une commanderie d'hospitaliers, un couvent de cordeliers et un de Clarisse. Tout cela fait bien de Neufchâteau, topographiquement et démographiquement, une petite ville. Par ailleurs, Neufchâteau est aussi une petite ville en position frontalière. Alors, il faut que je retourne ici. Voilà. Donc, on va... Voilà, là. Alors, sur cette carte, vous avez 2 types de lignes qui ont été surmarquées. D'une part, des lignes en rouge rosé, voilà, ici, hein, qui sont les limites de diocèse et les limites de province ecclésiastique. Et puis, d'autre part, la limite en vert, qui est ici la limite entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain. Et on voit que à l'endroit de Neufchâteau, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui pour la limite administrative des départements, à l'époque médiévale, Neufchâteau est vraiment pile à la frontière entre le royaume et l'empire. La Meuse, la rivière de Meuse, qui court ici du sud vers le nord, hein, mais qui est ici au début de son parcours, hein, qui va l'emmener jusqu'aux Pays-Bas et jusqu'à la mer du Nord. Là, on est dans la partie amont de la rivière. La Meuse marque donc, à l'endroit de Neufchâteau, la limite entre le royaume capétien à l'ouest et le Saint-Empire romain. La mention ultérieure du Faubourg de France signale cette position frontalière de la ville, car celle-ci est bien sise en duché de Lorraine, comme le précise le scribe du procès de Jeanne d'Arc en 1431. Je rappelle que Jeanne d'Arc est originaire de Domrémy, à 11 km au nord de Neufchâteau, ici, donc tout près. Et ce scribe donc nous dit ad Willam de Novo Castro in Lotharingia. Cette appartenance au duché de Lorraine a permis la promotion de la bourgade castrale dès le XIIIe siècle au rang de châtellenie et de prévôté ducale, et plus tard, l'installation d'une lieutenance du bailliage ducal des Vosges et d'un gruyer, un officier forestier. Elle explique aussi le rôle de Neufchâteau comme place d'écriture publique sous l'autorité ducale. Juridiction gracieuse des échevins de la ville, activité d'un puis plusieurs tabellions, c'est-à-dire des notaires ducaux, sans compter 2 notaires de l'officialité épiscopale. En ce qui regarde la géographie ecclésiale, plusieurs limites diocésaines confluaient alors dans les environs de Neufchâteau. Neufchâteau relevait de l'ancien diocèse de Toul et donc de la province ecclésiastique de Trèves, aujourd'hui en Allemagne, tous deux dans l'Empire. Le territoire du diocèse de Langres et de la province ecclésiastique de Lyon commençait à une vingtaine de kilomètres au sud et au sud-est de Neufchâteau, ici. L'archidiocèse et la province de Besançon à une quarantaine de kilomètres au sud-est, ici. Et enfin, le diocèse de Châlons, de la province de Reims, dans le Royaume de France, à 30 kilomètres à l'est. Plusieurs de ces hautes dignités religieuses revêtent également une signification politique dans leurs royaumes respectifs.
L'archevêque de Trèves est archichancelier d'Empire et devient à la fin du XIIIe siècle l'un des 7 princes électeurs chargés de désigner le roi des Romains, futur empereur, et les évêques de Langres et de Châlons sont pairs de France. Comme il était fréquent, et on le voit sur la carte aux périodes anciennes, frontières politiques et frontières ecclésiales ne correspondent pas. Neufchâteau était siège depuis au moins 1174 d'un doyenné de chrétienté, un archiprêtré du diocèse de Toul, recouvrant une vingtaine de paroisses, dont 4 étaient situées sur la rive royale de la Meuse, c'est-à-dire donc sur la partie occidentale, dans le royaume de France. Et mieux encore, grâce à une enclave, le diocèse de Bourges, le diocèse de Toul débordait largement, une enclave que l'on voit apparaître ici, mais qui se développe plus loin vers l'ouest, une enclave qui faisait donc que le diocèse de Toul débordait vers la Champagne voisine jusqu'à près de 60 km à l'ouest à partir de Neufchâteau. Les limites politiques ne sont pas non plus univoques à la période médiévale. Alors, il faut que je refasse ça doit être ça. Non. Comment on se débarrasse? Je me débarrasse de ça. Voilà. Là. Voilà. Donc, les limites politiques ne sont pas non plus univoques à la période médiévale, puisque grand féodal du royaume capétien, le comte de Champagne était possessionné dès le XIIe siècle dans des territoires d'empire à proximité de Neufchâteau, pour lesquels il rendait hommage à l'empereur. Plus encore, à la suite d'une guerre perdue contre son voisin champenois, le duc de Lorraine avait dû, en 1220, se reconnaître vassal du comte de Champagne pour la ville de Neufchâteau. Ce fait explique que lorsqu'entre 1225 et 1257, les ducs de Lorraine accordèrent à la ville plusieurs versions successives d'une charte de franchise, leurs rédactions en furent faites selon les usages de Troyes, c'est-à-dire la capitale du comté de Champagne. Quant à la fin du XIIIe siècle, le roi de France hérita par mariage du comté de Champagne, la suzeraineté sur la ville de Neufchâteau fut transférée au roi voisin, bien que le seigneur urbain de Neufchâteau demeura le duc de Lorraine. Il en résulta à plusieurs reprises au cours des XIVe et XVe siècles des conflits de juridiction, parfois violents, opposant les juridictions ducales, à Neufchâteau même et à Nancy, capitale du duché, et royales, dans une escalade pouvant aller jusque devant le Parlement de Paris. Les aspects économiques, eux, de la centralité s'accumulent pour Neufchâteau dès le cours du XIIe siècle, d'abord à un niveau local. Le ton-lieu, le marché hebdomadaire, un marché annuel mais d'un seul jour, la mention de la halle qui vient finalement tardivement en 1437. Quant à la combinaison des critères que j'appelle mentaux de la dépendance toponymique, c'est une particularité francophone qui veut qu'un certain nombre de localités très secondaires se raccrochent dans leur dénomination même à une ville de référence par le biais de la préposition « les », L et accent grave S. Mont, les, le château, ce qui veut dire Mont devant le château, Don Rémy devant le château, etc. Eh bien, si on combine cela avec par ailleurs les mentions de l'usage de la mesure de Neufchâteau dans les villages alentours, cela donne un résultat qui est quand même assez modeste. 10 localités sont référencées, 6 dans un rayon de 9 km au maximum, mais à 3 exceptions près, elles se trouvent 6 en rive d'Empire. 3 sont en rive de Royaume et 6 sont en rive d'Empire, ce qui pourrait évoquer une zone de chalandise du marché hebdomadaire un peu entravée en direction de l'ouest par justement la frontière. D'autres aspects évoquent une activité de plus grande ampleur. Il est fait allusion aux changeurs et juifs du duc dans la charte de franchise accordée à la communauté urbaine de Neufchâteau en 1256.
Des Lombards sont explicitement cités en 1292 et un acte de 1338 fait état d'une maison sise devant l'église Notre-Dame, ubi Ligures, comme Orantour, appartenant au maître échevin de Nancy. Juifs et Lombards sont à nouveau mentionnés en 1345, les Juifs régulièrement au cours du XVe siècle. Nous possédons en outre des preuves d'une activité teinturière dans la ville, dès 1410, des activités de toilerie, de draperie, de tannerie, et plus encore, Neufchâteau apparaît comme un atelier monétaire ducal actif tout au long des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Une charte atteste d'ailleurs qu'en 1318, la monnaie battue à Neufchâteau l'est selon le poids et la loi de Nancy, donc selon les prescriptions venues de la capitale ducale. En fin de compte, un décompte général des critères de centralité vers 1400 donne à la petite ville des bords de la Meuse et du Mouzon 25 critères, ce qui est presque le score de Nancy, la capitale du duché, à 60 km au nord-est. Mais, mis à part le chef-lieu du diocèse, Toul, qui totalise 31 critères en 1400, les villes capables de rivaliser en score avec Neufchâteau, comme Bar, Bar-le-Duc, Nancy ou Langres, sont à des distances d'une soixantaine de kilomètres. J'en viens à ce que j'appelle donc les flux et les capacités relationnelles. Au-delà de quelques rares indices agiologiques, c'est surtout le phénomène de l'équipement hospitalier qui mêle le sentiment religieux, la géographie des routes de la foi et celle des intérêts marchands. C'est surtout donc la géographie hospitalière qui montre une importance plus grande de Neufchâteau et une capacité relationnelle. L'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau est mentionné à partir de 1237, mais il dépend depuis au moins 1335 du recteur de celui de Besançon, comme ceux de Dole, Fouvent, Vaucouleurs, Langres ou Toul. Or, avec les hôpitaux, on est tout autant qu'avec une logique de centralité, avec une logique de flux. Neufchâteau s'insère de ce point de vue dans le boulevard des hôpitaux que représente la vallée de la Meuse. Entre Saint-Thiébaut et Stenay, sur 165 km du nord au sud, on peut dénombrer à l'époque de Jeanne d'Arc, au début du XVe siècle, 18 hôpitaux et 18 léproseries. Sur le plan économique, il faut s'interroger sur la mention d'une rue verdunoise, une rue donc de Verdun, mentionnée en 1341 et encore existante aujourd'hui, située entre l'esplanade du château disparu et la rue de France, c'est-à-dire au sud du royaume urbain ancien, alors que l'objectif qui est énoncé dans l'odonyme, la cité épiscopale et ville marchande de Verdun, se trouve à 100 km au nord. C'est donc suggéré que le voyageur et le marchand qui circulent le long de la vallée de la Meuse, venant du sud, venant de Langres ou de Franche-Comté, et arrivant à Neufchâteau, y entrent par la porte verdunoise et en ressortent quelques centaines de mètres plus loin vers le nord par la porte neuve. Quand venant du sud, on franchit l'enceinte urbaine de Neufchâteau, c'est peut-être moins pour entrer dans la ville que pour la traverser de part en part. On est ici dans une géographie dominée par les flux pour lesquels Neufchâteau est une étape. Curieusement, la documentation est peu diserte sur les apports économiques que l'on attendrait plus explicites avec les villes de foire de Champagne, dont les deux plus proches, Bar-sur-Aube et Troyes, se situent respectivement à 90 et 145 km à l'ouest de notre ville. Alors que, on l'a vu, l'influence de la Champagne, l'influence politique de la Champagne est forte au XIIIe siècle. Un indice qui ouvre par ailleurs une direction relationnelle supplémentaire pour Neufchâteau est apporté en 1332 par l'exemption confirmée aux marchands néocastriens, marchands habitant Neufchâteau, par l'empereur Louis de Bavière de tout ton-lieu, péage et Pfandrecht à Nuremberg et réciproquement. Dans sa thèse doctorale sur Verdun, Frank Hirschmann a souligné le rôle joué par les marchands des villes de l'Allemagne du Sud se rendant aux foires de Champagne dans l'animation commerciale de Neufchâteau dès le XIIIe siècle. La mention dans un texte daté de 1295 du passage des balles, c'est-à-dire la perception d'une taxe sur la traversée de la ville par des convois transportant des ballots de laine,
renvoie à une autre direction, celle du transit des laines anglaises. Très loin au sud-est, en Italie impériale, le tarif de la ville italienne de Côme évoque en 1320 les marchands de laine teutonicos de Metz et de Novocastro, Neuchâteau. À l'inverse, le duc de Lorraine Ferry IV, par une charte donnée en juin 1321, déclare « Recepimus et retinemus omnes et singuli mercatores et homines Mediolani et ceteros mercatores universitatis et societatis mercatorum Mediolani sub quale protectione custodia et conductu nostro de monte qui dicitur viest donec ad oppidum novi castri » depuis la crête de la montagne des Vosges, aux limites de la Lorraine et de l'Alsace, jusqu'à Neuchâteau. On comprend dès lors que la maison où les Lombards de Neuchâteau demeurent, évoquée plus haut à la date de 1338, et qui en plus se trouve être en possession du maître échevin de Nancy, la capitale ducale, n'est pas une simple table de changeur, mais c'est un logis accueillant les marchands nord-italiens séjournant dans la petite ville des bords de la Meuse et du Mouzon. Neuchâteau se trouve ainsi projeté comme étape et place de trafic des laines, anglaises à l'évidence, vers les zones de transformation et de consommation des grandes villes d'Italie du Nord. Si cette route des laines anglaises passe encore par les villes champenoises dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la montée en puissance de la route du col du Saint-Bernard, ouverte vers 1220, en parallèle avec la route du col du Saint-Plon, puis au détriment de cette dernière. Par ailleurs, le conflit franco-anglais de la guerre de Guyenne à la fin du XIIIe siècle, enfin la récession des foires de Champagne à partir des années 1320, tout cela tend à détourner le trafic vers la vallée de la Meuse en contournant le royaume de France le long de sa frontière nord-orientale. Une évolution que les débuts de la guerre de Cent Ans affermiront encore. Ainsi se justifie, régionalement et à plus longue distance, l'aspect d'étoile de route que présente Neuchâteau. Au XVIIIe siècle encore, la carte de Cassini montre 9 grandes routes carrossables sortant de la ville. Il y en a encore 8 aujourd'hui. Je conclus. Ville moyenne par sa superficie emmuraillée et sa taille démographique. Neuchâteau dispose au début du XVe siècle d'une centralité, d'une capacité de service et d'un pouvoir d'attraction, mais aussi d'une capacité relationnelle, enfin d'une position au sein du maillage et de la hiérarchie des villes des régions circonvoisines, qui valurent à la ville le rôle d'enjeu entre les pouvoirs de l'époque répartis de part et d'autre de la frontière du royaume de France et de l'Empire. Celliers et granges monastiques, caves bourgeoises de Neuchâteau témoignent non seulement du rôle collecteur joué par la ville, mais de sa participation au grand commerce, dont les autres preuves nous conduisent en Champagne au XIIIe siècle, à Milan au XIVe, en Alsace ou en Allemagne méridionale au XVe. Il convient donc, une fois de plus, de rejeter les schémas simples de figures hiérarchisées et emboîtées comme des poupées russes pour une représentation plus complexe, fondée sur une variation d'échelle et une prise en compte de la combinaison entre centralité, décentralité et flux. Cette communication nous a entraînés de part et d'autre de divers niveaux de frontières et d'appartenance identitaire possibles. La région de Neuchâteau, Domrémy et Vaucouleurs est région de frontières, de limites, de marche, mais elle n'est pas pour autant une zone de marginalisation. Passage d'hommes d'armes, mais plus encore de marchands, de religieux, de chalands du marché, de courriers royaux, tels celui qui sert de guide à Jeanne d'Arc dans son trajet vers Chinon, vers le roi, tout cela facilite la circulation des hommes, des marchandises et des informations, et la formation d'une conscience des problèmes politiques, toute chose que la personnalité riche et forte de la jeune fille des rives de Meuse, Jeanne d'Arc, a transformé au début du XVe siècle en moteur de son action. Je vous remercie de votre
Attention. Merci, professeur, pour cette conférence sur la polyphonie du mot frontière et après l'application exhaustive de votre interprétation à la ville de Neufchâteau. Merci. Après, on peut débattre nos comunicações. E agora apresento o meu. Professeur, est-il possible de déconnecter la... Oui, merci. Voilà. Este grupo foi formado. Então, eu não vou apresentar, vou só começar a trabalhar e a apresentar a minha comunicação. Estão-me a ouvir? Sim. Desculpem, é que quando se vê só a apresentação, sente-se um bocado o isolamento de não ver a cara das pessoas, mas pelos vistos estão-me a ouvir. A minha comunicação chama-se História Urbana Comparada de Pequenas Cidades, os Limites de um Método. O professor Frey, como se viu, centrou-se sobretudo no eixo conceitual e metodológico-chave do nosso projeto, que é o binómio pequenas vilas e fronteira, e também a variante fluxos, ainda que o professor Frey tenha sido muito mais exaustivo em enunciar todas as variantes que atuam no caso das pequenas vilas e fronteiras. Mas se lerem bem o sumário do nosso projeto, na abordagem macro, propõe-se não apenas o estudo dos fluxos e dos vínculos, mas também uma análise comparativa entre as vilas situadas no território em estudo. E eu vou reproduzir essa parte do texto. O facto de o território observado corresponder a uma zona confinante entre os dois reinos, estruturada por uma fronteira política estável, gera condições para elaborar um estudo comparativo entre as pequenas vilas que aí se localizam. Defendemos que esta é uma via para ultrapassar os constrangimentos que votam ao fracasso os estudos comparados, mercê das incompatibilidades documentais, cronológicas e de conceitualização das realidades a cotejar. Isto foi um texto que escrevemos, mas que não estava minimamente sustentado. Era apenas uma ideia que queríamos avaliar se era possível se era possível concretizá-la. No sentido de lançar as bases para concretizar essa proposta, a proposta da comparação e não do estudo dos fluxos e dos vínculos, eu gostaria de partilhar convosco uma síntese de leituras que fiz e algumas reflexões sobre a comparação em história, os limites que ao longo do tempo lhe foram apontados e, numa fase subsequente, avaliar as hipóteses efetivas de compararmos as vilas que integram o nosso projeto. Frente, às perspectivas de abordagem que atualmente, pelo menos até 24 de fevereiro, estavam na moda, como a história cruzada, história das transferências culturais, história transnacional, história conectada e, claro, a história global, recolocar o velho tema da história comparada dir-se-ia que é evocar
um método ou uma perspectiva em desuso. O ambiente da vivência da globalização e dos seus reflexos em todas as áreas de conhecimento e também na história tem vindo a arredar das preocupações historiográficas a comparação nos anos mais recentes. Eu fiz uma pequena pesquisa nos títulos dos projetos de história financiados pelo Horizonte 2020 que se encontram neste momento em concretização, e o termo comparação aparece apenas uma vez num universo de 400 títulos, engolido completamente por todas as variantes da história global que são esmagadoras na designação destes projetos. Nos últimos 15 a 20 anos, antes de mais em artigos metodológicos, aumentaram as críticas à história comparada, contrapondo-a à história que segue as conexões e os vínculos. Isto é uma reação natural de todos os entusiastas. A promoção de uma abordagem repousa na crença do seu caráter inovador e na crítica de perspectivas anteriores. Este tipo de práticas constata-se em todos os processos de renovação de escolas e movimentos historiográficos. Basta pensar nas críticas que os ANAL fizeram à escola metódica e todas as outras escolas, movimentos historiográficos. Mas, sob o ponto de vista epistemológico, existe uma grande diferença entre a história comparada, que tem por objetivo confrontar realidades, validar hipóteses explicativas ou fazer emergir o único, e já lá vamos, do que o estudo de fluxos e interações entre alguns ou muitos nós. Mesmo nos períodos áureos de defesa de projetos comparativos em história, que aconteciam ainda há poucos anos, a verdade é que a comparação esteve sempre mais presente no discurso das propostas do que nas concretizações. E esta afirmação é atestada quer nos trabalhos teóricos e metodológicos, quer nos trabalhos aplicados. A grande maioria dos do primeiro tipo, portanto, trabalhos teóricos e metodológicos, encerram em si mesmos a ideia de uma tarefa que ainda tem de se cumprir ou, inclusivamente, de dificuldade da concretização. Os títulos incluem expressões programáticas, como pour une histoire comparée, num artigo de 1928, que não é muito diferente de um de 1994, pour une pratique de l'histoire sociale comparée, ou questionamentos e reticências, Comparative History and its Critics. Similares interrogações também ocorrem noutras disciplinas, como a geografia, por exemplo, e basta adiantar este título, Just How Comparative is Comparative Urban Geography, ou a sociologia, The Challenge of Comparative Case Studies, ou estudos urbanos, Problems of Method and Theory in Comparative Urban Studies. Aliás, uma socióloga, num artigo de 2007, garante que existem poucos casos de sucesso em sociologia urbana comparada e são sempre polémicos. Mas centremos-nos na história. Foi há cerca de um século, nos anos 20 do século XX, com Henri Pirenne e Marc Bloch, que se introduziu na historiografia a defesa do método comparativo. Desculpa. Pirenne manifestou em 1923, num discurso de abertura de um congresso, a convicção de que só com a comparação se pode alcançar o conhecimento científico, objetivo e imparcial. Trata-se, como se sabe, de uma posição comprometida com a conjuntura do pós-guerra e influenciada pelas consequências do nacionalismo. Neste momento, para Pirenne, a comparação correspondia a uma espécie de procedimento de supressão da interferência do nacionalismo dos historiadores na validade do seu trabalho. No caso de Bloch, foi numa conferência
e também no âmbito de um trabalho apresentado a um concurso para o Collège de France, que defendeu a generalização e o aperfeiçoamento do método comparativo em História como uma das necessidades urgentes, isto em 1928, que se impunha aos estudos históricos. Esta atitude foi explicitada pelos autores que se lhe referem como a resposta historiográfica à sociologia, que defendia a comparação como o processo para obviar a ausência de experimentação em ciências sociais. Bloch considerava que era necessário demonstrar aos historiadores que estavam bastante reticentes à comparação, que se tratava de um método, ou seja, segundo as suas próprias palavras, um instrumento técnico de uso corrente, manejável e suscetível de fornecer resultados positivos. Não vou desenvolver o raciocínio de Bloch quanto aos dois cenários da comparação em ciências sociais, mas apenas enunciar o cenário que ele considerava ser o próprio da história. A comparação entre sociedades vizinhas e contemporâneas. O impacto do pensamento de Bloch foi e continua a ser grande. As suas afirmações suscitaram outros textos que sintetizam o seu pensamento, criticam-no, esclarecem-no, e tem sido desenvolvida mais alguma reflexão sobre a comparação em História. Antes de mais, adotemos uma definição simples. A comparação é a operação cognitiva de acordo com um princípio binário de oposição de diferenças e similitudes. É a definição de Werner e Zimmermann, que aproveitam para enunciar os obstáculos da aplicação desta operação simples à realidade bastante mais complexa. Com base nas leituras que eu fiz, tentei fazer uma síntese sobre os usos da comparação, os seus problemas conceituais e as dificuldades operacionais. Quanto aos usos da comparação em História, o que vem é um esquema, os vários usos não se excluem, mas será possível distinguir a comparação como ferramenta ou utensílio mental para formular problemas em qualquer etapa da investigação, comparação como uma categoria operativa do historiador, podendo encontrar-se ou não no cerne do seu trabalho. Habitualmente, a comparação, na maioria dos trabalhos de tese e artigos, é remetida para as notas de rodapé a título de curiosidade e não raras vezes para se explicar o domínio que temos da bibliografia estrangeira. Esta é a primeira categoria. Desculpem, o primeiro uso da comparação em História. O segundo uso da comparação será para construir ou validar modelos, hipóteses ou teorias, aplicando quer um processo indutivo, vários estudos de caso para comprovar ou refutar teorias e hipóteses prévias, ou um processo dedutivo através da análise de casos paralelos para construir explicações comuns de fenómenos que ocorrem em espaços distintos. Por fim, a comparação utiliza-se também para evidenciar o particular e o irredutível, porque é exatamente através do cotejo de situações que é possível entender se existe alguma particularidade que não se encontra noutras realidades. Passemos então à lista de problemas conceituais da aplicação da comparação em História.
Em primeiro lugar, os propósitos da investigação. Uma vez que a história comparativa, por norma, não é um fim em si mesma, mas uma forma de alcançar um fim maior, que é a explicação das causas de uma determinada situação, o que pode implicar a manipulação de todo um processo. Eu estou a pensar, sobretudo, em alguns historiadores que, a priori, às vezes por motivos ideológicos, quer sejam completamente conscientes ou não, mas é muito fácil, quando se quer provar uma determinada situação, escolher comparar uma realidade com outra, quando se sabe que o resultado já irá ser, o resultado será o expectável. Portanto, é possível manipular o processo. Em segundo lugar, a pertinência da seleção do quadro comparativo. Desculpem, o quadro comparativo habitual, mais ou menos em todos os tipos de aplicação à história, de aplicação da comparação à história, é a nação ou o país. E este quadro comparativo pode ocultar outros níveis de observação. Em terceiro lugar, e algo que é sempre muito importante, são os critérios utilizados para definir as unidades de comparação, porque se estamos a cotejar realidades existentes em diferentes países, é preciso que exista um modelo anterior que é aceite pelas duas historiografias. É mais ou menos uma verdade do Sr. Paulice, a escolha da escala de observação logicamente vai influenciar o objeto, a posição do investigador quando se trata apenas de ou seja, quando um investigador desenvolve um trabalho de comparação, estará habitualmente mais próximo de uma unidade de comparação que é aquela que conhece melhor. Um português que vai fazer uma comparação sobre uma realidade qualquer existente entre Portugal e França, por exemplo, estará mais à vontade com a realidade portuguesa. E, por último, a inexistência de um método comparativo estruturado. Apesar de Marco Bloch falar em método comparativo, mas efetivamente ele não existe. E ao contrário do que Marco Bloch considerava, como eu disse, a comparação como um método, os historiadores posteriores entendem a comparação, desculpem, como uma forma de aproximação a um problema, dado exatamente que não existe um conjunto de práticas de trabalho definidas. Por outro lado, alguns historiadores fazem também a distinção entre a história comparada, tout court, e a perspectiva de abordagem comparada, ou seja, a análise dos problemas num contexto mais alargado do que o seu sistema económico, social, político e institucional. E vejamos agora o que eu designei por dificuldades operacionais. Antes de mais, a heterogeneidade das fontes, a dificuldade de elaborar um questionário transversal, porque quando se trata de realidades existentes em dois países, normalmente os cortes cronológicos, as problemáticas, as questões que cada historiografia coloca são diferentes. Isto é cada vez menos verdade, mas ainda tem alguma prevalência. Em terceiro lugar, a dificuldade de incorporar o contexto local e o sacrifício da profundidade, porque apenas se vão escolher determinadas variáveis
mais ou menos tentando alguma abstração de forma a conseguir a comparação e, portanto, o contexto local vai ser sacrificado. A maior complexidade do trabalho, seja o trabalho individual ou coletivo, é um trabalho mais demorado, como se sabe, e permite também que se cometam mais erros, e algo interessante, e isto é 28, isto é uma Maura O'Connor Cohen que refere a complexidade do processo da escrita, porque para alguns autores a verdadeira comparação implica que exista uma escrita justaposta e não aquilo que se costuma fazer, que é a redação em paralelo sobre as realidades comparadas. E pensemos especificamente nas críticas que os defensores da história global, em todas as suas variantes, fazem à história comparativa, dado que podem ajudar-nos a compreender melhor os seus limites. Essas críticas são: a história comparada conduz a uma explicação reducionista, é tendencialmente síncrona, porque congela as unidades de comparação, não inclui a narrativa, ignora a história das unidades de comparação e, já vimos também, isto é uma repetição, o argumento que um estudo quer provar está implícito na construção das bases da história comparada. Vamos voltar a estas e a outras críticas. A palavra comparação, mais do que em projetos, tem vindo a ser utilizada nos títulos de livros que agregam vários artigos produzidos por investigadores de outros tantos países sobre determinado tema, tendo a obra um eixo de orientação mais ou menos articulado. Ou seja, não se trata de uma comparação de raiz, tal como a que pretendemos desenvolver no nosso projeto, e por isso a nossa próxima iniciativa é um seminário sobre fontes, mas coteja-se conhecimento construído com base em questionários autónomos e distintos. Eu tenho em nota vários exemplos de livros que anunciam a comparação, mas não vou falar sobre eles, vou apenas referir um que é bem conhecido de todos e que, em termos de organização, vai mais além do que o mero recurso a este termo no título como forma de dar coerência à obra. Estou a falar do Ville de Flandre et d'Italie, 13e, 16e siècle, les enseignements d'une comparaison, que foi publicado em 2008. Neste caso, o recurso à comparação serve para testar uma explicação anterior, e a explicação anterior é a alegada similitude entre as cidades da Flandres e da Itália. O livro conta com os maiores especialistas das duas regiões e as variáveis analisadas para os centros urbanos são a demografia, a religião, a escrita da memória, poder e representação do espaço. No fim da apresentação dos dados relativos a cada variante, um autor escreve uma síntese, ou seja, há um autor que escreve sobre Itália, sobre Flandres, e com base nestes textos, um terceiro autor escreve uma síntese. E os autores destas sínteses confrontaram-se com vários problemas motivados pela cronologia das informações, o que seria expectável entre Itália e Flandres, pelos diferentes tipos de fontes e também pela própria definição do objeto de estudo vila, porque digamos que os assentamentos, as unidades urbanas com que trabalhavam eram extremamente distintas para ser viável a sua comparação.
Eu penso, aliás, que o título Os Ensinamentos de uma Comparação se foca mais nos problemas de recurso a esta perspectiva do que propriamente no que empiricamente se concluiu. Os trabalhos de grande amplitude, que observam desde longe as variáveis, conseguem desenhar tendências e similitudes. Estou a pensar, por exemplo, no livro editado pelo professor Bloch em 2013, Oxford Handbook to Cities in World, História. Desculpem, History. Recebi uma mensagem dali, não estava a perceber. Mas quanto mais próximo está o foco do objeto de estudo, mais dificuldades se levantam. Creio que se pode concluir de tudo isto que a comparação é, por natureza, uma abordagem imperfeita. O autor do livro, do mapa, está ali em letras pequeninas. Vamos pensar agora especificamente no projeto Pequenas Cidades de Fronteira. Estamos ainda numa fase precoce de conhecimento sobre estas vilas. Ou melhor, eu estou numa fase precoce de conhecimento porque, pela pena do professor Clemente Ramos e do Luís Vicente Clemente, tenho vindo nos últimos dias a conhecer as vilas da Alta Extremadura leonesa. Do lado português, há também vários trabalhos de envergadura, alguns ainda inéditos, para além da base de dados incompleta, mas que já permite responder a algumas questões. Um ponto a não minimizar, que eu creio contribuirá para a viabilidade do nosso estudo comparativo, é a existência de similitudes entre estes centros populacionais sob o ponto de vista da dimensão demográfica. Existe heterogeneidade dos dois lados da fronteira, mas os valores máximos, mínimos e médios são similares. No final do primeiro quartel do século XVI, e com todas as precauções com que devemos encarar estes números, na zona da Extremadura contamos com Albuquerque com 1.500 vizinhos, Petxero, já se sabe, 1.500 vizinhos, Cáceres, Alcântara, Valência de Alcântara de 600 a 800, mas Codeceira apenas com 117. Por sua vez, no Alentejo, Porto Alegre, pela mesma altura, contaria 1.200, depois temos uma lista, temos um grupo entre os 600 e 800, Castelo de Vida, Ronches, Campo Maior e Monforte, Nisa e Marvão estariam pelos 300 e os restantes na casa dos 100 vizinhos. Mas esta informação é uma informação à parte. Creio que um método sensato de refletir sobre a aplicabilidade da comparação no caso do nosso objeto de estudo será o de cotejar a lista de usos, problemas conceituais e dificuldades práticas da comparação que foram sintetizados antes, com os dados que nós temos. Se recordarmos o cenário da comparação que Bloch considera apropriado para a história, conclui-se que a nossa escolha das unidades de comparação cumpre as premissas. Trata-se de sociedades de uma zona geográfica mais do que próxima, contígua, e numa mesma cronologia, os séculos XIII a XVI. Desculpa, devem ser os pós. Voltando aos usos da comparação em história e ligando com o primeiro problema conceitual, ou seja, quais os objetivos prévios da investigação, admitimos sem reticências que iremos utilizar a comparação como ferramenta por ela mesma e não como um meio para esboçar uma qualquer explicação ou procurar uma relação causal. Relativamente à pertinência do quadro comparativo, eu creio, mas isto temos todos de discutir, que ele não tem de ser estanque. Em determinadas áreas do questionamento,
A comparação obrigatoriamente passará pelas unidades políticas, os reinos de Portugal e de Castela. Mas noutras áreas é possível comparar entre si o conjunto das vilas sem respeitar o critério político, tornando todo o território uma unidade de análise. Vou tentar explicar. Existem determinados temas do âmbito da organização política e institucional que implicam recurso ao quadro comparativo dos reinos. Por exemplo, a evolução jurisdicional de cada um dos núcleos urbanos ou as mutações do sistema de organização dos governos locais. Pelas leituras que andei a fazer, já percebi que há situações muito interessantes, situações e alterações do sistema muito interessantes na relação entre os governos locais e o senhor, neste caso, a Ordem de Alcântara. E, portanto, aqui é importante perceber utilizar como critério o critério político, porque interessa analisar em cada reino e numa zona de fronteira como agiram ao longo destes 3 séculos os atores políticos que são a monarquia, os senhores, incluindo nobres e ordens militares, e os concelhos. Mas noutros níveis da análise não é forçoso que se criem blocos autónomos com os centros portugueses de um lado e os castelhanos do outro. Ou pode começar-se por aí, mas depois avançar para outras unidades de comparação. Estou a pensar, por exemplo, na organização do espaço urbano. As nossas colegas de História do Urbanismo assim no dirão. A Luísa Trindade já tem estudado neste território o espaço urbano de Ronches, Montalvão e Nisa. E o professor Clemente Ramos e o Luís Vicente apresentaram um artigo muito interessante nas primeiras jornadas de Castelo de Vido, de comparação entre o espaço urbano de Cáceres e de Valência de Alcântara, associando as formas urbanas ao domínio jurisdicional. Foi algo que a Luísa também já tinha aventado quando aproximou Nisa e Tomar. O terceiro problema conceitual indicava que para comparar realidades de 2 reinos é necessário contar com um modelo aceito pelas 2 historiografias. Ora bem, o modelo centro-urbano de fronteira é aceito pela historiografia em geral e não apenas pela portuguesa e espanhola, como tendo características gerais uniformes. A sua função defensiva, o investimento nas estruturas militares por parte dos poderes acompanhando os conflitos bélicos, a sua função fiscal, porque são pontos aduaneiros, as atividades de comércio e contrabando, a ambivalência das relações entre as populações. O problema da posição do investigador também é relevante, porque a equipa é composta por investigadores portugueses e espanhóis. E pensemos agora nas unidades de comparação. E volta-se aqui atrás ao mapa que o Gonçalo fez. Os territórios que são delimitados pelos termos das vilas, que não temos aqui, vamos ter que construir mapas nesse sentido, não correspondem propriamente a circunscrições administrativas delineadas pelos poderes na altura ou a uma zona com inegável coerência sob o ponto de vista geográfico. O professor Clemente tem esse tipo de análise, mas para uma região bastante mais alargada, no lado da Extremadura. Desde a concepção do projeto, que ficou claro que o número de centros urbanos integrados podia aumentar ou diminuir de acordo com os dados das fontes. A delimitação precisa de um território de fronteira extremamente difícil, uma vez que as variáveis que atuam são múltiplas. Para além do efetivo confinamento com a fronteira, situando-nos no final da Idade Média, podemos já falar da linha de fronteira,
que é um critério redutor, a vinculação de um centro urbano à fronteira é muito difícil de definir, seja por ser um ponto de entrada e saída de mercadorias, por ser uma via de passagem para outro reino, ou inclusivamente através do discurso que é produzido pelas próprias elites locais que se assumem como sendo do extremo ou não. Na escolha das unidades de comparação, deliberadamente quisemos suprimir a polaridade Elvas-Badajoz. A norte temos o Tejo, mas até onde se chega, para o oeste no território português e para este no espanhol, ainda é um tema em aberto. Por fim, as fontes. Como já disse, o nosso próximo seminário é sobre fontes. Para já sabemos que as fontes não são uniformes, mas essencialmente são escassas e tardias nos dois casos, o que não será um grande problema, porque vários autores defendem que as fontes não têm que ser homogéneas, porque a ausência de umas, por um lado, permite levantar questões ao outro elemento da comparação. Estou mesmo já a terminar. Um output que já está em construção do lado português e que iremos pedir para os colegas espanhóis completarem para o caso da Extremadura é o Guia Histórico das Vilas e Cidades Medievais do Alto Alentejo e Alta Extremadura Leonesa. Foi uma proposta do Gonçalo, que também concebeu o questionário, e está já nele a trabalhar a Ana e serão envolvidas mais pessoas. Este guia histórico, com as suas informações sistematizadas à semelhança do Atlas das Cidades Medievais Portuguesas, permitirá uma caracterização rápida das vilas e poderá servir como ponto de partida para os questionários comparativos. E agora haverá que afinar os vários questionários comuns, quer os relativos aos fluxos, quer os relativos ao estudo comparativo. Obrigada. Não sei se querem conversar um pouco agora sobre as comunicações da manhã. Est-ce que je peux poser une question? Vous avez, professeur, vous avez fait une conférence très complète à propos de la notion de frontière et de l'évolution du mot et après vous avez présenté le cas de Neuchâtel. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur les flux que dans une perspective plus large, les flux que vous considérez que c'est aussi une des variables de la centralité qu'on doit faire, on doit ajouter à toutes les autres variables du caractère institutionnel et aussi de la culture et tous les autres que vous avez étudiés. Je me demande comment est-ce que c'est possible d'étudier vraiment et donc utilisant quel type de sources les flux. Vous n'avez pas le micro. Et oui, voilà, c'est nettement mieux comme ça. Juste, d'abord un point sur la notion de frontière, hein, et sur l'utilisation de l'exemple de la ville de Neuchâtel. Alors, j'ai utilisé cet exemple de Neuchâtel parce que
ce que je connais de votre projet de recherche, c'est que votre projet de recherche s'intéresse à une région frontalière entre le Portugal et le royaume de Castille, Léon-Castille, dont la frontière est relativement fixe dans l'histoire. Alors que la frontière entre le royaume de France et le Saint-Empire a évolué assez considérablement à partir du début du XIVe siècle. Donc ça, c'est une première différence dont il faut tenir compte. Et il me semble qu'il est difficile de généraliser à partir de l'exemple de la région que vous étudiez, parce qu'elle a, à mes yeux, un caractère tout à fait exceptionnel de fixité dans le temps long de la frontière. Alors c'est intéressant, mais il faut se souvenir que c'est une exception hein, dans les frontières médiévales européennes. Il y a quelques autres exemples, mais très peu nombreux et pas avec cette puissance de cette frontière entre Castille et Portugal. La deuxième chose, c'est que Neufchâteau se trouve à une frontière qui délimite au XIIIe et au XIVe siècle deux ensembles politiques, le Royaume de France et le Saint-Empire, qui ne sont pas du tout en situation d'égalité. L'impression que je me fais des rapports entre le Royaume de Portugal et le Royaume de Castille, c'est quand même l'impression d'une certaine égalité dans la puissance de l'État, dans la construction de l'État, d'un État qui va devenir un État moderne, une monarchie moderne, et à peu près avec la même chronologie, en quelque sorte, peu de différence dans la chronologie. Or, le cas de la frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain, c'est l'exemple d'une frontière où vous avez d'un côté un royaume de France et un pouvoir royal capétien, puis des Valois, qui ne cesse de se renforcer, et de l'autre côté, un pouvoir impérial qui ne cesse d'avoir des problèmes et d'entrer en progressive déliquescence. Donc, on n'est pas du tout dans la même atmosphère d'histoire politique englobante. Et ça se voit très bien, en particulier dans l'action sur le terrain, dans les environs de Neufchâteau, des agents royaux, des officiers du roi de France, qui sont extrêmement actifs, extrêmement agressifs même, et qui n'hésitent pas à outrepasser d'ailleurs même parfois les ordres royaux, au risque de se faire taper sur les doigts par le roi, parce qu'ils sont extrêmement imprudents et ils sont plus zélés que leur maître, le roi, et ils essaient de porter le pouvoir royal au-delà de la frontière. Alors qu'en face, le pouvoir impérial est totalement incapable parce que la structure de l'Empire est totalement différente. C'est une structure très décentralisée. Et donc, l'empereur n'a aucun pouvoir local dans cette affaire. Il n'a aucun officier présent sur place qu'il puisse opposer aux officiers royaux. Les seuls qui puissent s'opposer, ce sont les princes territoriaux locaux, le duc de Lorraine, le comte de Bar ou quelques autres, mais qui sont infiniment moins puissants et moins efficaces que les agents du roi de France en face d'eux. Donc c'est une frontière de déséquilibre politique, alors que la vôtre est une frontière qui me paraît à moi relativement équilibrée dans les pouvoirs respectifs. Voilà, en ce qui concerne donc la réflexion sur la frontière en opposant l'exemple que j'ai pris et votre zone d'étude. Alors, sur votre question principale sur les flux, effectivement, bon, dans mon histoire personnelle de recherche, je suis parti sur la centralité. Et c'est progressivement que j'ai découvert, d'ailleurs plus à propos du Massif central où j'habite aujourd'hui et où je travaille aujourd'hui que sur la Lorraine, mais j'étais jeune à l'époque, donc je ne comprenais pas tout.
C'est ça l'avantage de vieillir, c'est qu'on apprend, on n'arrête pas d'apprendre. Hein. Donc, je me suis rendu compte, effectivement, que cette idée de centralité était intéressante, mais il ne fallait pas en rester prisonnier. Et là-dessus, les réflexions de Georges Nicolas et de quelques autres, en particulier d'historiens de la période moderne, m'ont été très utiles par leur critique contre le modèle de la centralité. Et donc, je n'ai pas abandonné cette idée de la centralité, mais je dis maintenant qu'il faut la combiner, il faut combiner l'étude avec celle des flux. C'est-à-dire passer d'un modèle qui est un modèle quand même effectivement plutôt circulaire, de cercle concentrique en quelque sorte, la centralité, à un modèle vectoriel, hein, qui est celui des flux. Et les deux, en fait, se combinent, bien entendu. Alors, le problème, évidemment, c'est d'avoir des sources pour établir ces flux. Hein. Et essayer de jauger un tant soit peu de leur degré d'intensité, ce qui est encore plus difficile. Il y a évidemment là-dedans d'abord l'observation du réseau routier et de son évolution au cours des siècles. C'est pour ça que j'ai terminé en rappelant que cette petite ville très moyenne de Neuchâtel donnait naissance à une étoile de 8 grandes routes carrossables qui sont encore marquées dans les cartes royales du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui encore, les routes principales sont au nombre de 8 ou 9 autour de Neuchâtel, ce qui est beaucoup pour une ville qui actuellement a quelque chose comme 3 ou 4 000 habitants, pas plus. Hein. Bon. Et ça vient de loin. Visiblement, ça vient de loin. Un deuxième type de source, c'est la mise en relation épistolaire. Alors, soit de la part de particuliers, en particulier des marchands ou des artisans, soit le plus souvent de la part des autorités municipales, qui échangent des informations, éventuellement même ça peut aller jusqu'à des accords politico-commerciaux, voire même des alliances carrément militaires, en particulier au moment de la guerre de 100 ans, pour se défendre contre les bandes d'Anglais ou de brigands qui sévissent dans les campagnes. Et ça, effectivement, par exemple, dans la zone du Massif central, on en a un grand nombre d'exemples de ces traités entre villes. On peut cartographier, évidemment, et s'apercevoir qu'il y a des choix préférentiels, d'une part, et d'autre part, bizarrement, des vides, des liens qu'on attendrait et qui ne se produisent pas. Donc là, il faut se poser évidemment la question. Il y a également toute la littérature des récits de voyage, des itinéraires qui est à utiliser, ce qui a un inconvénient, c'est qu'il faut vraiment jeter le filet du pêcheur très très loin. Il faut aller chercher des sources auxquelles on ne penserait pas au premier abord, mais du même coup, on s'aperçoit que le degré, l'amplitude des relations est beaucoup plus important qu'on ne le pensait, y compris pour des petites villes. Quand je vois, par exemple, à la fin du 15e, début 16e siècle, un marchand d'Augsbourg, le fils d'un marchand d'Augsbourg, qui, quittant l'Allemagne du Sud, passant par Lyon, traverse le Massif central, premièrement pour aller faire religieusement le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Bon. Mais qui, une fois qu'il est à Compostelle, ne s'arrête pas là, descend vers le Portugal, court, littéralement, court derrière le roi de Portugal, qui est en voyage, qui se déplace, et qui réussit finalement à l'atteindre pour passer effectivement, ou pour avoir confirmation de privilèges commerciaux favorables à sa famille de marchands d'Augsbourg en Allemagne du Sud. Or, ce garçon, par exemple, il nous a laissé
nous a laissé son itinéraire de jour en jour. Et on le voit traverser le Massif central, et on le voit également établir des relations, je dirais quasi touristiques et sociales, avec certaines élites urbaines des petites localités qu'il traverse. Par exemple, la petite ville de Saint-Flour, dans la montagne du Cantal, où il nous raconte comment il est accueilli, comment il prend contact, comment il demande à voir les reliques qui sont conservées dans l'église cathédrale de ce petit diocèse. Donc, des choses qui vont bien au-delà, en fait, du simple intérêt, d'une part religieux et d'autre part commercial. Et puis alors, il y a également, donc, par exemple, des liens onomastiques ou des noms de provenance de personnages que l'on rencontre dans d'autres villes. Il y a les liens onomastiques. Il y a également, par exemple, les liens qui sont donnés par les sources microtoponymiques, odonymiques. J'en ai donné un exemple à Neufchâteau, par exemple, avec la rue Verdunoise, qui dit bien qu'à Neufchâteau, on a nommé une rue par le nom de la ville qui est à 100 km plus loin. Parce que, évidemment, à l'évidence, il y a certainement des relations très étroites avec cette ville. Et il faudrait regarder de façon systématique, par exemple, les noms des portes, les noms qu'ont eu au cours du temps, les portes des villes. Quand vous avez une porte narbonnaise dans l'enceinte d'une ville du Midi de la France, ben, ça veut dire que cette ville, elle considère qu'elle a une relation qui est quand même privilégiée avec la ville de Narbonne. Voilà. Donc là aussi, on peut cartographier. Alors, je reconnais que ce second ensemble de critères oblige effectivement à avoir à sa disposition une quantité considérable et très diverse de sources, qui ne cessent d'ailleurs de s'enrichir au fur et à mesure, et tout cela modifie au fur et à mesure l'image qu'on se fait des flux. Alors, des flux qui sont des flux réels, pour la plupart, des flux d'hommes, des voyageurs ou des pèlerins, des flux de marchandises, bien entendu, mais qui peuvent être aussi des flux mentaux. Je pense par exemple donc au pèlerinage, et en particulier au pèlerinage que l'on n'atteint pas, que l'on désire, que l'on désirerait faire, mais qu'on ne fait pas forcément. Il y a par exemple les intentions testamentaires. Il faut être attentif dans les testaments des personnes à ces dons qu'ils font à des établissements religieux, alors qui d'une part sont des établissements religieux bien sûr de leur zone de vie propre, dans leur proximité régionale, ça on est dans la centralité en quelque sorte, mais aussi on voit apparaître des dons à des sanctuaires qui sont des sanctuaires lointains et qui comme par hasard sont des sanctuaires de pèlerinage. Ce qui veut dire soit que la personne a fait le pèlerinage et s'en souvient, soit qu'elle a désiré faire le pèlerinage, elle n'a pas pu le faire, mais en quelque sorte essaie de compenser par un don testamentaire cet engagement qu'elle n'a pas pu tenir pour diverses raisons. Il y a également des relations qui se font par des flux en quelque sorte d'intention mentale. C'est l'exemple évidemment de la prière des communautés juives l'an prochain à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem, ils savent très bien que l'année suivante, ils ne seront pas à Jérusalem. Mais tous les ans, effectivement, ils pensent à Jérusalem et ils réitèrent ce vœu d'aller à Jérusalem. Vous voyez, ça va vraiment du très matériel, du très réel, jusqu'à
la prière incantatoire qui révèle quand même une direction, un flux de la pensée vers une localité particulière, pour diverses raisons d'ailleurs. Est-ce que j'ai un peu répondu à votre question? Oui, oui, merci. Vous avez donné des bonnes idées pour essayer de chercher des sources pas attendues. Je crois que Gisèle a demandé de poser une question. Oui, ça concerne directement le même aspect. Vous avez parlé de la situation compliquée à la frontière, Duché de Lorraine, Empire, France. Et dans d'autres villes qui sont dans la même situation, par exemple à Metz, chez Philippe de Vigneul, on a l'observation, il parle des Allemands, des Français, des Bourguignons, et on a un peu l'impression que Metz a une identité en quelque sorte à part, culturellement tirée vers la France, parce que c'est une ville francophone, et à d'autres aspects, il date par exemple quelquefois d'après les années de règne de l'empereur, mais on a encore une distance à l'empereur quand Frédéric le III vient à Metz, on ne sonne pas les cloches pour lui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a également dans cette région-là ou à Neufchâteau cette identité à part, parce que vous avez mentionné que pour les autres, par exemple à Milan, on parle de Teutonicos, et il y a par exemple aussi Gilles Le Bouvier qui écrit, je crois, à propos de Metz, qu'il s'étonne que les gens parlent français mais dit qu'ils sont allemands. Et il y a aussi dans ces observations cet aspect de la langue pour Milan. C'est peut-être même assez étonnant de qualifier quelqu'un comme Teutonicus qui parle français. Oui, oui, oui. En dépit de la région d'origine, parce que c'est clairement une langue romane. Oui. Et donc, on a toute une mosaïque d'éléments d'identité différentes. Et est-ce que pour Metz, chez Vigneul, on a aussi l'impression que c'est une région menacée où il y a violence militaire, où les gens ont aussi peur, changent plusieurs fois d'appartenance, etc. Est-ce qu'à Neufchâteau, on a aussi cette impression, par exemple, quand la position du duché de Lorraine est plus forte, qu'on dit nous sommes des sujets du duc de Lorraine, ou qu'on penche en fonction de la conjoncture politique plutôt vers l'un ou vers l'autre côté, ou est-ce qu'on se considère comme quelque chose à part? Et la deuxième question, vous avez dit que les officiers du roi de France sont plus scellés que leurs maîtres. Dans ce cas-là, d'où vient-il? Est-ce que ce sont des gens de la région même qui propagent les intérêts du roi de France, mais qui sont aussi de la Lorraine? Ou est-ce que, conformément à la théorie que, par exemple, des baillis et autres officiers ne devraient pas trop exercer au lieu de leurs origines, est-ce que ce sont, par exemple, des gens qui viennent de l'Île-de-France et des territoires de domaine royal, d'autres régions qui essaient d'étendre cette influence-là? Oui, alors je reprends vos questions à l'envers de leur ordre chronologique. D'abord sur les officiers du roi. Alors, les officiers de niveau inférieur, comme les prévôts, par exemple le prévôt d'Andelot, sont de recrutement relativement local, c'est-à-dire champenois. En revanche, le bailli de Chaumont, le bailli de Troyes, sont des officiers de haut rang qui sont effectivement très souvent issus de familles de noblesse d'Île-de-France, de Picardie également, et pas effectivement de la zone.
probablement évidemment pour éviter les tentations alors si ce n'est de corruption, au moins d'influence en quelque sorte du milieu local sur leurs décisions et sur leur façon de défendre les intérêts du roi. Oui, que les Milanais appellent effectivement les marchands de Metz et de Neuchâteau, qui sont deux villes francophones, Teutonicos, hein, c'est évidemment troublant. Je pense qu'il faut comprendre dans l'adjectif Teutonicus employé en Italie du Nord simplement l'idée que ces deux villes font partie du royaume, de la part d'empire qui est au-delà des Alpes, donc de ce qu'on appelle le royaume de Germanie, bien que le terme n'existe pas vraiment à l'époque, mais que ça n'est pas un référent linguistique, parce que ce référent linguistique, évidemment, serait faire preuve pour les Milanais d'une ignorance totale des réalités. Or, ils les connaissent parfaitement, puisqu'ils vont jusqu'à Neuchâteau, ils vont à Metz, etc. Donc, ils connaissent tout ça. C'est donc plus un déterminant géopolitique qu'un déterminant linguistique. Mais il y a effectivement, d'une façon plus large, un aspect que je n'ai pas eu le temps d'évoquer dans la partie de mon propos qui était un peu théorique, qui est le problème des frontières ou des limites linguistiques. Hein. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Je me pose la question d'ailleurs du coup, dans votre programme des villes frontières entre Portugal et Espagne, vous avez des gens qui parlent le portugais d'un côté et des gens qui parlent le castillan de l'autre. Bon. À partir de quel moment cesse-t-on de parler portugais et parle-t-on castillan? Y a-t-il une intercompréhension? Y a-t-il des bilingues? Y a-t-il des dialectes locaux qui mêlent les deux? Comment se fait le passage? Je crois que c'est peut-être une question, je suis très ignorant de ces choses, mais c'est probablement une question pour laquelle il faudrait s'adjoindre les services de quelques linguistes historiens, hein, ou d'historiens linguistes, hein, parce que c'est intéressant. Si vous me le permettez, alors si je retrouve mon affaire, ce qui n'est pas sûr, oui, ben, c'est pas étonnant. Ah, c'est peut-être ça, non? C'est pas ça. Image. Alors, il faudrait que je ferme ça. Comment on ferme ça? C'est pénible, ça. Je peux pas aller où je veux. Ah, là. Voilà. Bon. Alors, si je fais nouveau partage, est-ce que je vais la voir? Oui. Voilà. Ouf. Bon. Voilà une carte donc, de l'immigration à Metz, en Lorraine, au XIIIe siècle. Hein. Alors, sur cette carte, vous avez donc le tracé de la rivière de Moselle, la ville de Metz, et puis le tracé ici de la frontière linguistique, de la limite linguistique entre les zones de parler germanique au nord et à l'est, et les zones de parler roman, de parler francophone au sud. Hein. Alors, ce dont on se rend compte, surtout si on prolongeait la ligne, hein, qui s'en va ensuite vers Liège, en Belgique, c'est que il y a là, en fait, sur cette carte, un double, la représentation cartographique d'un double effet d'histoire linguistique. D'une part, on voit comment la limite des langues germaniques a été en quelque sorte repoussée vers le nord-est par la présence de cette grande ville, parce que là on est sur une grande ville, hein, on est sur une ville de 25 000 peut-être 30 000 habitants à la fin 13e, début 14e siècle. La limite linguistique entre l'allemand et le français, en gros, a été repoussée vers le nord-est par la présence de cette ville, de son influence, hein, de sa centralité. Ceci est très visible sur la carte. Mais du même coup, il y a un deuxième effet
qui lui donc se situe au XIIIe et XIVe siècle, c'est que quand on regarde la zone d'origine des immigrants qui se sont installés à Metz et qui ont été enregistrés officiellement par les autorités messines dans un registre des nouveaux bourgeois de Metz, eh bien, à quelques exceptions près, ici par exemple, cette zone de recrutement des immigrants est quand même essentiellement francophone. Donc là, on voit bien que le problème linguistique a en quelque sorte entravé l'attractivité migratoire de la ville de Metz en direction de la zone germanophone, alors que dans la zone francophone, elle s'étend bien plus loin. Voilà ce que je voulais marquer. Alors, il faut que je revienne à mon affaire. Ouais, je vais mettre le partage en pause. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect linguistique des choses n'est peut-être pas à négliger, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se présente dans d'autres régions, mettons au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Oui. Il faut voir, il faut étudier aussi. Il y a des par exemple, j'ai lu quelques jours un article qui disait que en des petites villes qui sont maintenant et depuis 5 siècles ou plus espagnols, on parle encore le portugais. Oui, d'accord. Alors moi, je connais l'exemple, donc non seulement de la frontière franco-germanique, la frontière linguistique franco-germanique en Lorraine, mais aussi pour le cas du Massif central, on est en pleine zone de passage progressif des langues d'oï, les langues du nord de la France, dont le français, et des langues du sud, l'occitan. Et on voit bien comment cette limite a évolué dans le temps en descendant vers le sud et en faisant basculer un certain nombre de localités à des dates différentes qui s'étalent de la fin du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, les a fait basculer de l'occitan dans les langages de la France du Nord. Et là, ça n'est pas ma compétence, mais nos collègues linguistes diachronistes, donc de linguistique historique, en arrivent même à déterminer une zone intermédiaire qu'ils appellent le croissant, qui est effectivement en forme de croissant de lune, et qui est à la limite de la zone d'Oc et de la zone d'Oï, et qui présente des particularités linguistiques de mixage des deux moitiés de la langue française, nord et sud. Donc, on doit pouvoir retrouver des phénomènes de ce type. Ce qui est intéressant aussi parce que cela dit combien l'opposition linguistique, qui nous paraît effectivement importante et qui n'est pas négligeable, est quand même très durcie, très ossifiée dans nos conceptions actuelles depuis le XIXe siècle, alors qu'effectivement, auparavant, on passait beaucoup plus on passait plus facilement d'une langue à l'autre. Hein. Probablement faut-il y voir aussi l'importance qu'a prise chez nous l'écrit. Parce que là, à l'écrit, effectivement, vous avez des langues différentes. À l'oral, finalement, vous avez des intercommunications par des sabires, par la langue des gestes, par les mimiques, par le contact personnel. Et c'est comme ça, évidemment, que fonctionnaient les marchands milanais, par exemple, lorsqu'ils passaient en zone germanophone, puis en zone francophone, avant de se retrouver en Flandre avec des Flamands qui parlaient encore quelque chose de très différent. Oui. Merci. Merci à tous. Je crois qu'on peut
terminer la session du matin